Bonjour, bonsoir, bienvenue dans iWeek sur Watch. On est vendredi, et oui, c'est inhabituel, mais comme on n'a pas pu faire l'émission il y a 2 jours, eh bien on a décalé le rendez-vous pour ne pas le rater. J'espère que vous ne nous en voulez pas. Je suis pas tout seul pour passer cette soirée avec vous. Je suis très heureux de retrouver 3 des copains d'iWeek. On va d'abord saluer ceux qui sont loin de nous, mais près du cœur en tout cas. Et on va commencer par Guillaume Jette, qui est au rendez-vous. Salut Guillaume. Salut. Oh, je suis pas bien chevelu. Tu t'es passé chez le coiffeur, toi? J'ai mis mon casque de scooter et j'ai oublié de bien me coiffer après. Ah, voilà. C'est terrible. Bah, moi aussi, j'ai le même syndrome que toi, hein, c'est normal. C'est le drame. Bon, mais c'est pas grave, on est très heureux de t'avoir, même décoiffé, dans iWeek ce soir et en direct. On va aussi saluer le sud de la France ce soir en l'absence d'Eli, qu'on embrasse, et le représentant de la moitié sud ce soir, c'est Gilles. C'est lui. Salut Gilles. Monde. Comment allez-vous ce soir? Oh, très bien, tu commences très fort, Gilles. Ce soir, ça va très ferrugineuse, oui. Ça va très très bien. Bon, lui d'habitude, il aurait des raisons d'être décalé. C'est le matin. Ben oui, parce que normalement, c'est le matin pour lui. Mais là, il est bien du soir. Et oui. Salut Jean-Christophe. Salut Benjamin, salut à tous, ravi d'être là. Ravi de t'avoir aussi avec nous. Jean-Christophe Vigne, encore un ancien d'iWeek et de l'univers Apple. Je vous salue aussi, vous qui nous suivez sur Watch ce soir, que ce soit sur les box, sur Facebook Live, sur vos applis, sur l'Apple TV. Vous avez 1001 façons d'être avec nous. Vous pouvez aussi participer à l'émission. Vous connaissez le principe avec le hashtag iWeekTV. Le numéro de canal des box, si vous ne l'avez pas, le voici qui s'affiche à l'écran. Abonnez-vous aussi au compte de l'émission pour être avec nous, pour ne rien manquer. On essaye de le faire vivre au maximum. Et puis, vous êtes plein et vous aviez raison. Les podcasts étaient un petit peu à la rue début septembre. Maintenant, tout est réparé. Et vous pouvez retrouver l'intégralité des émissions, notamment celles qu'on a faites depuis le début du mois de septembre, sur l'iTunes Store gratuitement. Et je vous rappelle que vous avez 5 podcasts. Hein. Vous avez de la HD et 3 niveaux de qualité différentes en vidéo. Et puis vous avez un podcast audio. Et ça, c'est parfait pour écouter l'émission, par exemple, en voiture. Alors, on va revenir sur l'actu quand même qui nous a occupés depuis presque 3 semaines maintenant, c'est-à-dire les annonces... Windows 10. Pardon? Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que t'as dit? Windows 10, c'est pas ça? Windows 10, c'est ça. Non, je pensais à Vista, mais oui. Ah, bien sûr. On parle pas des mauvais souvenirs. Bien sûr. Les annonces du 12 septembre, vous savez que les produits ont commencé à arriver il y a une semaine, puisqu'on est vendredi, c'était vendredi dernier. Oh, Jean-Christophe, que montres-tu, Jean-Christophe? Une nouvelle Apple Watch. Ah, c'est bien, tu l'as. Alors, Apple Watch 3, qui ne s'allume pas. Quel modèle, finalement? GPS. GPS seulement, pour toutes les raisons indiquées la semaine dernière. Donc pas cellulaire. Et donc pas cellulaire, et donc en aluminium, puisqu'Apple ne vend pas d'acier non cellulaire. Et donc ça jure avec mon beau bracelet, qui lui était avec des attaches en acier. Et donc je suis très mécontent d'Apple une fois de plus. Ah, mais on aura l'occasion d'en reparler. Alors c'est très intéressant parce que effectivement l'Apple Watch c'est un des sujets du jour. Tiens, on va commencer par ça du coup, parce que tu mets le sujet au cœur de l'émission. Je vais quand même d'abord vous saluer, vous qui êtes en direct avec nous sur Twitter. J'ai commencé à le faire et puis on est parti sur ta montre. Vous êtes déjà très nombreux à vous être connectés avec le hashtag iWeekTV et on vous en remercie. Les fidèles sont là. Hein. C'est formidable parce que finalement, quel que soit le jour où on fait l'émission, vous êtes quand même au rendez-vous. À quelques exceptions près, vous avez dit que vous vous débrouilleriez pour la regarder en replay. Vous êtes là. JJ Terre, Ronnie Lafri, Mohamed, Mashteyach, désormais un fidèle, Derder Motus, Thierry Sainton est là. Salut à toi aussi.
et puis Thibaut, et puis François le Truédic. Ah non, François, c'était un message qu'il nous avait envoyé un tout petit peu avant le début de l'émission. Voilà, vous êtes en train de vous connecter, donc on est à l'écoute de vos messages, on va être à l'écoute de vos questions et de vos réactions, évidemment. Et puis donc on commence par ce sujet brûlant de l'Apple Watch. Juste avant ça, je vais quand même vous expliquer pourquoi on revient sur ces sujets. D'abord parce que voilà, les produits ont commencé à sortir et donc vous avez sans doute vous aussi des choses à dire. Et puis il y a 2 jours, j'ai fait un aller-retour à Londres, un aller-retour express. Départ à 13h, retour à 22h en Eurostar, un aller-retour à Londres à l'invitation d'Apple, comme pas mal de mes confrères. Et donc on a eu droit au briefing officiel autour des nouveaux produits. Alors, il n'y avait pas l'iPhone 10. Hein. L'iPhone 10, ce sera pour dans un mois. Mais on a eu droit à 3 quarts d'heure environ avec des responsables produits pour l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus, pour l'Apple TV et pour l'Apple Watch. Et j'ai pas mal de petites choses à vous dire. Alors je vais essayer de les répartir au fur et à mesure de notre discussion. Mais voilà, selon les confrères, certains trouvent ça très rébarbatif et ont l'impression de ne rien apprendre de neuf. Moi, à chaque fois, j'arrive à... Enfin, je chope des infos que j'avais ratées, mais soit qu'on arrive à avoir de manière un peu plus privilégiée. Et j'ai réussi l'exploit, parce qu'on est vendredi, de tout oublier chez moi. Je n'ai apporté aucun des produits. Donc, je suis très content, Jean-Christophe, que tu aies l'Apple Watch avec toi. Alors, on va commencer par ce sujet-là de l'Apple Watch. Première impression, comme ça, tu l'as depuis combien de temps d'abord ? Là, je l'ai depuis vendredi, puisque moi, je l'ai acheté comme le commun des mortels en pré-vente. Elle est arrivée vendredi après-midi. Donc, j'aime beaucoup les montres, comme vous le savez. Et là, pour vraiment faire le test, je n'ai porté que 7 montres pendant une semaine. Ouais. C'est vraiment... Donc moi j'avais, vous en souvenez, le premier modèle, hein. J'ai pas sauté le pas l'an dernier, et la différence est vraiment impressionnante. Entre la série 1 et la série 1 et la série 3, les apps fonctionnent enfin, et on a enfin envie de s'en servir. C'est très agréable. Au niveau de la réactivité ? Au niveau de la réactivité, mais des choses bêtes. Moi, j'utilise un Apple TV chez moi. J'utilise maintenant l'appli Remote pour bouger, pour contrôler mon Apple TV au poignet. Donc, j'ai toujours la télécommande avec moi. Ce qu'on ne faisait jamais avant, parce que le temps que l'appli se lance, on avait beaucoup plus vite fait de sortir son iPhone ou de retrouver sa télécommande classique. Voilà. Donc là, ça fait une vraie différence. Je parlerai tout à l'heure, si tu veux, de Siri, qui est aussi une excellente surprise. Ah bah tu sais, faisons l'Apple Watch maintenant. D'accord. Alors, réglons le cas de l'Apple Watch tout de suite. Eh ben, c'est un peu la même chose. Siri, c'est vrai que on a très souvent parlé de la frustration de Siri qui soit ne comprend pas toujours, soit est trop lent. Là, avec l'Apple Watch, d'abord, Siri s'est vraiment amélioré. Les améliorations se font au niveau du serveur. Là, la QV de Siri de maintenant fonctionne vraiment très bien. Et avoir Siri qui répond, quand ça a été présenté, là, comme on le voit à l'écran, lors de la keynote, je me disais que c'était un peu gadget. Et en fait, non. Ça participe de la réactivité de la montre et ça donne envie de s'en servir. D'avoir justement un assistant pour ceux... on est tous un peu de la même génération, je vois Guillaume sur l'autre écran. Pour ceux qui ont connu K2000, on a vraiment cette idée d'avoir enfin son assistant au poignet qui répond et avec lequel on peut interagir. Voilà, je viens dans une même phrase de me vieillir et de me ringardiser, mais c'est pas grave, j'assume. K2000, tu fais fort là. Voilà, ça fonctionne très bien. J'ai juste une déception. C'est la partie téléphonie, puisque vous savez que grâce à Continuity, l'Apple Watch, même sans avoir la partie cellulaire, peut prendre des appels quand l'iPhone sonne. On peut décrocher avec l'Apple Watch, et comme j'avais lu beaucoup de bonnes choses, notamment sur le micro de l'Apple Watch cellulaire, apparemment les testeurs disent qu'on peut répondre à un appel sans avoir le poignet au bord de la bouche. Je pensais que c'était pareil sur l'Apple Watch GPS en utilisant l'iPhone pour téléphoner, et en fait la qualité sonore est beaucoup moins bonne apparemment.
Donc ça peut-être qu'il y a eu des améliorations faites spécifiquement sur le micro de l'Apple Watch cellulaire. En tout cas, voilà, c'est une déception. En tout cas, on se souvient de on se souvient de la démonstration qui avait été faite à la fin de la partie de la keynote sur l'Apple Watch avec un duplex avec une femme qui était sur un kayak, une planche, un paddle dans la baie de San Francisco. Voilà, et qui parlait dans son Apple Watch. Qu'est-ce que tu voulais dire, Gilles ? Je voulais dire une planche quand vous parliez de kayak et oui, c'est pas grave. Sur l'Apple, alors c'est une question de version. L'Apple Watch première génération m'avait laissé un peu dubitatif. Autant j'étais enthousiaste pour la deuxième version. Elle reste de bonne qualité avec la mise à jour du logiciel. Il y a spécifiquement des choses sans doute du côté des micros et du double micro de l'Apple Watch 3, mais déjà de l'Apple Watch 1 à la 2, il y avait de l'amélioration sur la qualité du son et de la prise de ligne uniquement avec la montre. J'ai pas compris, tu te dis autant j'étais enthousiaste sur le passage de la 1 à la 2 et... Oui, c'est ça, autant j'étais circonspect au niveau du 1, autant j'étais enthousiaste au moment du passage de la 2. Et je suis pas surpris de ce que dit Jean-Christophe, mais même sans les deux micros de la version 3, la version 2 permet de prendre des communications de façon confortable. Et alors, moi, ça n'a pas été mon expérience, malheureusement. On m'entend mal sur l'Apple Watch en continuité, donc à travers l'iPhone, mais je me demande si c'est pas un problème plus global sur la voix sur IP et Apple, parce que c'est pareil sur le Mac. Je sais pas ce qu'en pensent nos amis téléspectateurs. Moi, j'ai jamais réussi internautes, pardon. J'ai jamais réussi à passer un appel correct sur l'iMac, sur le Mac, à travers l'iPhone. Bon, c'est un détail. Ouais. Guillaume, toi, je me souviens plus, tu es utilisateur de l'Apple Watch ou pas encore? Pas du tout. J'en ai une depuis la première version, j'ai pas fait de mise à jour, j'ai pas acheté une nouvelle version parce que voilà. Sur la version 3, alors je l'ai vu ce matin au poignet d'un de mes clients et j'en ai parlé un petit peu avec lui. Il me disait lui que il y a la version LTE et il me disait par contre que la qualité sonore pour lui était top. Enfin justement il passait des coups de fil et les gens ne voyaient pas de différence avec son téléphone, donc c'était vraiment bien quoi. Ouais. Moi je suis pas encore à me dire que je vais faire le saut, je verrai, il n'y a pas d'urgence. Enfin, je suis pas un fan de montres en général. La watch, j'apprécie son usage, surtout pour tout ce qui est suivi d'activité. Le côté téléphonie, tout ça, je trouve que c'est primordial pour moi. Voilà. Là, on voit le passage de la keynote. Si je devais changer, si je devais prendre une nouvelle version, je pense que je prendrais une version classique. Je prendrais pas la version LTE, clairement. Ouais. On voit juste le passage de la keynote où il y avait un coup de fil passé entre la scène et cette jeune femme. Qui parlait elle quitte Apple, elle se barre, elle essaie de s'échapper. C'est ça. Elle parlait lentement. Ils trichent là parce que ils ont dû tricher un peu. Non, parce que le fait de faire du paddle met le poignet à hauteur de bouche. Non, t'as mal regardé. Elle le tient de l'autre, justement. Ouais. Non, je suis pas sûr effectivement, mais elle a la montre sur le bras qui est vers le bas. Et Lauren Good de The Verge a retenté l'expérience et alors elle a eu d'autres soucis dont on a parlé la semaine dernière, mais elle confirme qu'on peut téléphoner au milieu de l'eau et que ça marche. Voilà. Bon, je suis pas sûr qu'il y ait pas, c'est pas du bidonnage, mais vous avez vu que la demoiselle était filmée, que le son, était synchro avec l'image. Il y a probablement eu, on va dire, des moyens supplémentaires qui ont été mis en jeu pour cette transmission. Je ne suis pas à 100% convaincu par le fait que tout passe effectivement par la montre. Ne triche pas. Voilà. Est-ce qu'elle n'avait pas un micro sur elle, en HF de ce côté-là, non, de ce côté-là, il ne triche pas. Autant on l'a vu au niveau des photos, des photos prises par les smartphones, des différentes marques tricher, se sont fait prendre la main dans le sac. Mais Apple ne triche jamais.
Non, mais c'est pas. Ça serait trop la honte. C'est pas un mauvais procès, mais je suis pas sûr que ce duplex soit réalisable juste avec la montre. Voilà. À partir du moment où elle n'est évidemment pas filmée par la montre, le doute est permis. Voilà. Bon, mais c'est pas du tout un mauvais procès. Hein. Je ne dis pas que la montre ne permet pas d'avoir une très bonne. Après, le souci, c'est toujours la même chose. Et ça, on a déjà parlé lors des conférences de Steve Jobs, en particulier sur la conférence de lancement de l'iPhone, où il y a eu des critiques, genre, mais presque 8 ans après, parce qu'il a été avoué que ils avaient en partie triché, par exemple, sur les appels, je crois, qui étaient faits sur le réseau 4G, enfin 3G à l'époque. C'était pas des appels en 3G, en fait, ils étaient passés par du réseau Wi-Fi, mais ils avaient dit, voilà, grosso modo, ce sera la qualité que vous aurez, de toute façon. Ils avaient triché, en fait. Ils avaient fait en sorte que, je sais plus comment ils avaient fait, mais ils avaient dit, voilà, le résultat final, ce sera ça. Et c'est ça qui est le plus important, en fait. C'est pas tellement que ils utilisent ils le disent de façon clairement. On sait très bien, par exemple, que sur les présentations d'iPhone, vous avez souvent un appareil qui va montrer une fonction particulière, parce que souvent il n'est pas prêt à 100%, il n'est pas à 100% débugué, et l'iPhone il a été présenté genre 6 mois avant son lancement. Donc à chaque fois en fait il montrait un iPhone qui montrait par exemple la partie musique ou la partie photo, etc. Évidemment en fait à chaque fois, chaque partie était le script était très précis, parce que les développeurs savaient très bien que si Jobs, par exemple, tapait à 3 cm là où il fallait pas, il y avait un risque que ça crache la démo. Et on a vu d'ailleurs ce qui s'est passé récemment avec Face ID en démo avec Frédéric sur scène. Mais du coup, le fait est qu'après, par contre, ce qui est important, c'est que l'expérience ressentie, vécue par le client quand il achète le produit soit la bonne, soit la même. Et si ça s'est réussi, il n'y a pas de discussion en fait. Ouais. Et la conférence de l'iPhone, elle montrait, voilà, ce que vous allez avoir, c'est un produit révolutionnaire et c'est ça que vous aurez. Pareil pour la Watch, ils vous disent, voilà, vous pourrez faire passer des appels 4G avec votre montre en poignet de telle façon. Si ça fonctionne de la bonne façon, à la limite, je dirais, peu importe qu'ils aient triché pendant la démonstration, à partir du moment où le client a quelque chose qui fonctionne correctement. Enfin, voilà. Non, si par contre, effectivement, ils vous disent, vous avez un son qualité de surround Apple Watch et qu'à la fin tu te retrouves avec quelque chose où c'est genre quand tu écoutes de la musique c'est Frédéric François avec un son sur la tête comme disaient les nuls, ça ferait voilà, là vous avez un souci. Pour le coup, ça me choque pas, même s'ils ont triché un peu, ça me dérange pas. Alors, Jean-Christophe, une seconde, il y a pas mal de messages sur Twitter. Justement. Ouais. Tu voulais peut-être en prendre un. Voilà. Je voulais juste vous dire qu'évidemment, on va revenir sur l'iPhone 8 parce que vous êtes plusieurs à nous envoyer des tweets avec le hashtag iWeekTV et à soulever plusieurs soucis potentiels qui ont émergé ces dernières heures. On va en parler juste sur les messages concernant l'Apple Watch. Voilà. Non, Jérôme me demande ce que je pense de l'autonomie. Et alors ça ne va pas te plaire, Benjamin, mais je dois dire que je la trouve toujours excellente. Et pourquoi ça me plairait pas parce que moi j'aime les bonnes nouvelles, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc non, je termine ma journée alors. Full disclosure, je ne fais pas de sport avec et donc ce n'est pas la version GSM, mais je termine toute une journée, elle est à peu près à 60% d'autonomie. Ouais. Donc non, j'en suis ravi. Et ce que je disais, en fait, l'autonomie est importante parce que comme la montre est enfin rapide, on a envie de s'en servir plus. Et que par exemple, je parlais de K2000 tout à l'heure, on se met à utiliser des applications comme l'application Uber pour commander une voiture, que j'utilisais jamais avant parce que voilà, la voiture avait le temps d'arriver, que l'application ne s'était pas encore ouverte. Là, c'est embêtant. Voilà, là vraiment, j'ai eu la sensation cette semaine d'utiliser beaucoup moins mon téléphone et beaucoup plus la montre. Ouais, JGTer nous dit sur Twitter, j'ai l'Apple Watch. Alors il dit 0, mais je pense qu'il veut dire 1. Le premier modèle, ouais. J'attends un nouveau design pour changer. C'est peut-être pas pour tout de suite un nouveau design. Hein. Non, et je pense que c'est une erreur. Ouais. Parce que quand on voit ce qu'Apple a réussi à mettre dans le même design 3 ans de suite, il y a quand même un modem GSM dedans maintenant, il y a des antennes, il y a la eSIM qui prend de la place aussi. Donc, au contraire, par pitié, ça a l'air d'être le seul produit sur lequel Jonathan Ive a pas pu faire justement réduire. On s'est moqué pendant des années de la tentation de l'anorexie des différents téléphones et des différents Mac. Là, l'Apple Watch a une taille tout à fait agréable, tout à fait semblable à une montre classique. Et quand on voit ce qu'ils arrivent à mettre dedans, il faut surtout pas qu'elle réduise. Ouais. Parce que le processeur plus rapide, lui aussi prend de la place. Donc c'est ça qu'on a. Je suis ravi qu'Apple ait privilégié ça. D'ailleurs, je ne sais pas si vous aviez eu la confirmation sans doute avant, mais donc c'est bien une eSIM qui est à l'intérieur. On avait navigué entre plusieurs hypothèses pendant la keynote et par rapport au fait qu'elle soit disponible chez Orange,
j'ai eu la confirmation, c'est pas du tout une exclusivité de la part d'Apple vis-à-vis d'Orange. C'est juste qu'apparemment Orange est le premier à être prêt. Les autres sont en train de s'en occuper, mais voilà, Free, SFR, C'est ce qu'on avait dit. Bouygues ont besoin de plus de temps pour des raisons en revanche qu'ils n'ont pas voulu nous donner. Et en revanche, du coup, la durée de 6 mois est fantaisiste. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que les autres soient prêts un peu avant. Ah oui, personne ne nous a dit pendant tant de mois, elle ne sera que chez Orange. Ils nous ont dit tout le monde travaille dessus et en gros, dès que chacun sera prêt, ça va venir. Il faut savoir que il faut donc, notre problème, c'est qu'il faut que l'iPhone soit chez le même opérateur. Et en fait, les deux se partagent le même numéro. Oui. C'est pas le numéro n'est pas spécifique à la eSIM de la montre. Donc il y a un développement côté opérateur que certains font peut-être plus rapidement que d'autres. Après, Apple a peut-être privilégié la distribution d'infos à certains de ses partenaires. Mais bon. Il y a un partenariat historique avec Wanadu au départ. Ouais. Et Orange était là dès le départ pour l'iPhone quand SFR à l'époque n'en voulait pas, etc. Donc il y a un compagnonnage et c'est totalement logique que Orange ait été beaucoup plus réactif de ce côté-là. Un petit détail moi, qui m'avait échappé, je pensais que toutes les Apple Watch Série 3 avaient la pastille rouge sur la couronne digitale. En fait, non, hein, Jean-Christophe ? Non, c'est une exclusivité cellulaire, justement. Il n'y a que les modèles cellulaires qui ont la pastille rouge. Mais en revanche, tous les cellulaires l'ont, c'est-à-dire que même la montre Hermès et la montre Nike ont le même point rouge. Voilà. Donc c'est vraiment une catégorisation GSM contre non GSM. Pour juste terminer sur les opérateurs, on peut aussi se demander, enfin c'est ce que tu disais Benjamin, hein, c'est qu'elle utilise le numéro de téléphone et sur les deux appareils en même temps, sonne en même temps, enfin c'est tout un développement à faire. On est dans un pays où les opérateurs rognent de plus en plus leur marge, sauf Orange. Et qu'effectivement, que Free, qui justement tire sur les prix, et SFR aussi, et pas envie d'investir pour un produit ultra spécifique qui s'est pas forcément bien vendu en France dans les années précédentes, ça me choque pas plus que ça. Alors, c'est pas qu'ils n'ont pas envie d'investir, hein, parce que ils ne nous ont pas dit que certains opérateurs ne s'en occupaient pas. Hein. Non, mais n'est pas peut-être mis les bouchées doubles et l'investissement nécessaire pour être prêt à temps. Après, contrairement aux opérateurs américains qui, eux, c'est pour ça, c'est le parallèle que je faisais en fait, c'est que les 3 opérateurs américains qui pratiquent des prix confortables chacun, même si T-Mobile fait beaucoup d'efforts, sont prêts en même temps à l'heure dite. Ouais. Donc je n'imagine pas, enfin je ne sais pas, je spécule, mais je n'imagine pas Apple communiquer auprès de plusieurs opérateurs dans certains pays et un seul en France et pas du tout en Belgique par exemple. Je pense qu'Apple a intérêt à ce que les opérateurs soient prêts. Absolument. Et il y a une question de modèle économique aussi. Voilà. Free se base sur les initiatives sur la Freebox. SFR a beaucoup de mal à réinvestir pour rattraper son retard sur le développement et de la fibre et du GSM parce que les gens se plaignaient de la qualité. Or, Orange, d'une part, dégage davantage de marge pour pouvoir réinvestir et a décidé depuis 1 an ou 2 de mettre le paquet sur l'Internet des objets, sur l'OIT. Donc on est pile poil dans la façon de réfléchir. Ouais. Je remonte vos messages sur Twitter avec le hashtag iWeekTV. Thibaut nous dit 400 € pour une montre. Ça me rebute toujours, mais même si elle donne envie, c'est clair. Mohamed nous dit mon Apple Watch, je l'utilise énormément pour le sport. Elle est top de ce point de vue-là. Joël, avec beaucoup d'humour, nous demande si le paddle est vendu avec la montre. Je crois pas. Hein, et la jeune femme n'est pas non plus, n'accompagne pas la montre non plus. Ronnie Lafrime nous dit moi j'ai pas de watch, mais je passerai peut-être le pas de la 1. Alors s'il n'a pas de watch, il passera directement à la 3. Vu le prix, mais ils auraient pu garder la 2 au catalogue. C'est vrai qu'en fait ça représente une augmentation de tarif, il me semble, puisque l'année dernière il me semble que la première Apple Watch était à 299. Je me trompe peut-être. La série 1. Et là en fait on passe à 369 et 399 quoi.
Je me trompe Alors, pas. je t'avoue que j'ai plus les prix en tête à ce détail près, mais Shinji, qui n'est pas dispo ce soir, nous embrasse tous, donc on l'embrasse aussi. C'est gentil. Il le verra sur le replay. Laurent Fontalba nous demande si c'est une SIM spéciale pour Orange. Non, c'est une SIM qui s'adapte en fait à tous les opérateurs qui sont prêts. C'est ça, c'est une SIM avec de la RAM, et c'est, je pense que tu as vu la démo. De la RAM, mais sans paddle. Voilà. Joli. C'est ça. Magnifique. Et là, en fait, c'est l'iPhone qui injecte, enfin, vous choisissez en fait votre opérateur ou celui qui est disponible, donc en l'occurrence Orange en France, sur l'iPhone, dans l'application Apple Watch, je crois, et c'est l'iPhone qui va envoyer à l'Apple Watch les coordonnées de la SIM. En fait, il n'y a pas de manipulation physique. Ouais, alors en fait, quand vous installez la montre, l'une des étapes, c'est voulez-vous activer la fonction cellulaire? Donc ça ne marche que si vous êtes chez Orange pour l'instant. Et donc, en fait, en un clic, oui, non, D'accord. Ça va activer votre compte et mettre en place le débit correspondant. Voilà. C'est une étape qui vient s'intercaler dans le processus de mise en route de l'Apple Watch, en fait. Joël nous demande si on connaît la répartition des ventes hommes-femmes pour l'Apple Watch. Pas du tout. Eh ben non. Pas du tout. Je pense pas qu'il le donne, même sous la contrainte. Non. Et Tanukizan64 nous dit Orange a testé et préparé au niveau logiciel ses réseaux, donc oui, c'est une exclue, un partenariat. Alors, c'est pas la même chose. Hein. Ils sont partenaires, c'est sûr, parce que ça date de très longtemps, ça date de l'iPhone, en fait. Hein. Mais une exclue, non, les autres travaillent dessus, mais est-ce qu'ils ont eu les infos en même temps? Voilà. Ça, est-ce que c'est une question de moyens différents mis par Orange et par Free, par exemple? En tout cas, ça va arriver. Voilà. C'est une question de jours, de semaines, peut-être de quelques mois, mais c'est dans les tuyaux. Juste sur le tweet de Joël, on n'a évidemment pas la répartition homme-femme ni 38-42, qui sont les deux tailles de watch, mais le fait que les deux tailles aient perduré tend à prouver effectivement qu'il y a une demande, il y a un marché, pardon, sachant que Apple réduit la gamme. Je parlais de nos amis belges tout à l'heure. Il faut savoir que nos amis belges, je reviens, c'est un peu ma marotte, mais n'ont pas d'Apple Watch acier, puisque il n'y a pas d'opérateur LTE en Belgique actuellement. Donc si vous allez sur l'Apple Store belge, vous ne trouvez que des Apple Watch GPS, donc comme la mienne, en aluminium. Voilà. Donc Apple vraiment rationalise, enfin, comme toujours, sa gamme en réduisant les permutations le plus possible. Par ailleurs, fait des économies de bout de chandelle. Vous savez que la watch acier avait une belle boîte en plastique qu'on pouvait utiliser pour préserver sa montre au quotidien. Maintenant, elle est enlevée. C'est-à-dire que la watch, quand on ouvre le carton de l'Apple Watch, l'Apple Watch est posée au milieu du carton, alors qu'avant, elle était dans une boîte. Il y avait une boîte dans la boîte, c'est ça? Il y avait une boîte en plastique, mais très belle, avec un genre de pied en fait pour la montre. Donc, qui servait à protéger la montre de la poussière, enfin un truc de collectionneur de montres, qu'ils ont enlevé, parce qu'évidemment, ça devait coûter trop cher à produire. Ouais. Alors, c'est un truc. Oui, Gilles? C'est un truc général chez Apple. On fait un lancement produit avec des services et une présentation premium. Il faut se souvenir de l'iPod, qui est la matrice de tous les lancements ultérieurs. Ensuite, avec le pied, enfin il y avait le pod, il y avait tout était compris dedans, et petit à petit, au fur et à mesure que les versions ont été déclinées, on enlevait toujours quelque chose pour faire des économies d'échelle. Au fur et à mesure que les produits se banalisent, il faut aussi récompenser les gens qui vont faire l'effort d'acheter pour la première fois et se jeter à l'eau. Absolument. Petite précision. Oui. Donc j'avais bien raison. L'Apple Watch l'année dernière, la Series 1, en fait, était vendue à 319 €. Et aujourd'hui, en fait, le ticket d'entrée sur l'Apple Watch est passé à 369 €. Donc c'est quand même une différence assez substantielle pour passer aujourd'hui sur l'Apple Watch. C'est alors même si les modèles sont mieux, évidemment, etc. Mais
Le ticket d'entrée est un peu plus élevé. Lors de la keynote, on avait plutôt le sentiment que les prix avaient baissé. C'est bizarre, hein. Et ben ouais, mais c'est parce que Apple, quand tu regardes sur le site, sauf si je me suis raté, c'est pas impossible. Moi, je ne vois aucune Apple Watch à moins de 369 € sur le site d'Apple aujourd'hui. Tant que tu y es, est-ce que tu peux nous confirmer le prix de l'Apple Watch en céramique? Bien sûr, je peux le faire. Sachant que donc en céramique, elle est trop chère pour vous. Voilà, c'est tout. Non, elle est à partir de 1399 €. C'est ça, 1399 €. Elle avait été lancée en blanc l'année dernière avec la série 2. Maintenant, elle est en noir. Elle est très chère, 1400 €. Mais je dois dire qu'il y a une nouvelle version céramique grise qui est très très belle. Ah bon, 1400 €, il faut se l'offrir. Évidemment, c'est un modèle cellulaire. Oui, alors c'est pas 1400 € en 38, parce que la 42 est encore plus chère. Ah oui, d'accord. 50 € de plus. 50 € de plus. Et à propos du modèle non cellulaire, celui-là n'est disponible qu'en version alu. On est bien d'accord. Oui. Hein, donc si vous en fonction du modèle que vous cherchez, voilà. Jean-Christophe là autour du. J'ai une petite question d'ailleurs. Est-ce que dans le monde du luxe, est-ce que c'est habituel pour les montres d'avoir de taille et surtout de les faire payer avec une différence de prix entre la version plus petite et la version plus grande? Alors sur une montre par exemple en or qui a plus de matériel or, je pourrais le comprendre, mais sur une montre en céramique, la différence à mon avis n'est pas énorme. Est-ce que ça se justifie vraiment d'avoir un tarif 50 € plus cher? Une marque comme Jaeger LeCoultre fait clairement payer la taille de ses boîtiers, par exemple. D'accord. Et Jérôme Jaeger montre la boîte. Est-ce qu'on peut le voir à l'image, la boîte, Benjamin? Non, la fameuse boîte. Ah mais la boîte, on n'a pas les boîtes là. Mais GGTER a tweeté la photo de la fameuse Twitter. boîte de l'iPhone. Oui, mais alors, j'ai pas de moyen de faire passer l'image Twitter à l'antenne. Allez, malheureusement. Mais ce que je vois En plus, là, elle se transforme plus comme avant la boîte. Avant, ça pouvait faire un petit sur les versions haut de gamme, elle pouvait se transformer pour faire un petit présentoir. Je pense pas que ça le fasse encore sur les Series 3. Enfin, je crois pas. Sur les versions céramique édition. Ça va être compliqué là. Voilà, les amis, vous savez quoi? Ça fait déjà presque une demi-heure qu'on a démarré. Je pensais pas qu'on ferait une demi-heure sur l'Apple Watch parce qu'il y a beaucoup à dire sur l'iPhone 8. Et vous êtes. Allez, vas-y, iPhone 8. Pardon? Vas-y, iPhone 8. Non, avant ça, je voudrais quand même on s'arrête une seconde sur l'Apple TV. Je voulais savoir si vous avez eu l'occasion, les uns les autres, de regarder d'un peu plus près. Alors oui, j'ai mon meilleur ami. J'ai mon meilleur ami à moi que j'ai. Qui s'appelle Laurent, qui s'en reconnaîtra, qui en a acheté une et donc on l'a testé la semaine dernière pour regarder un petit peu, et c'est vrai que qualitativement ça pète quoi. Enfin, c'est très très beau, il a une télé 4K et ça rend d'enfer. Maintenant le problème c'est le contenu comme d'hab, donc si t'as des contenus qui sont pas 4K, ça n'a pas forcément un rendu bien meilleur, mais c'est vrai que ne serait-ce que sur les économiseurs d'écran, tu regardes la qualité, c'est pas dégueu. Allez, les économiseurs d'écran sont à tomber par terre. Ah ouais, non, c'est magnifique. Maintenant voilà, il faut voir la différence sur des vrais films, on n'avait pas trop d'exemples sous la main à ce moment-là. Et en plus, a priori, pardon, j'ai un truc à voir. Donc, non, voilà, pour le moment, c'est bien de l'avoir. Mais aujourd'hui, par exemple, si vous posez des questions, est-ce que vaut mieux que je me prenne l'Apple TV standard ou le 4K, prenez la version 4K, enfin, vous posez pas les questions. Évidemment. La différence de prix est pas énorme, sauf si vous avez vraiment pour ambition de. À la limite, il y a un cas où je vous dirais, si vraiment vous voulez faire de la diffusion, par exemple, j'ai un client qui a voulu faire ça, mettre des images en présentation, en boucle, voilà. Là, vous n'êtes pas obligé de vous prendre la tête, vous dites, ok, je mets juste Apple TV ça peut aller. Et si vous avez une télévision 4K, ou si vous ambitionnez d'en acheter une, ou vous voulez, dites dans les 2 prochaines années, je vais peut-être m'acheter une télé 4K, investissez tout de suite sur une nouvelle version, n'hésitez pas. Guillaume, le son de ton micro est super sourd ce soir. J'espère que tu pourras corriger ça, parce qu'on fait un effort pour te comprendre. Il est vraiment, on dirait que tu parles dans une... Je vais essayer d'éloigner, je sais pas ce qui se passe, mais c'est Skype. C'est mieux. C'est mieux là? Ouais, c'est beaucoup mieux, oui. Bon. Par rapport à Gilles qui est clair, toi tu as vraiment un son très étouffé. Mais bon. Alors, c'est peut-être parce que j'ai un nouveau MacBook Pro avec l'adaptateur USB-C, USB, va savoir. Va savoir. Alors, sinon, par rapport à l'Apple TV 4K, il y a quand même un gros progrès. C'est que sur la télécommande, ils ont cerclé des boutons de blanc. On la reconnaisse plus facilement. Spécial pour toi. Voilà, pour qu'on la prenne plus facilement en main, et ça c'est bien. Voilà, c'est un petit détail, mais c'est important. Menu, hein. Et tu sais que, voilà,
c'est dramatique en fait qu'en 2017 Apple qui est la reine théoriquement de l'ergonomie n'ait pas réussi à faire une télécommande plus ergonomique que celle de l'Apple TV, enfin qui est très critiquable sur plein de points quoi. Et elle s'appelle l'Apple Watch. Hein, pardon? J'ai dit elle s'appelle l'Apple Watch. Ouais. Ou l'iPhone. La télécommande, oui, enfin. Quand t'es pas sur ta télé, si tu veux, ou sur ton Apple TV, c'est un peu chiant de faire un jumelage, etc. C'est pas forcément pratique. Non, mais quand tu veux juste te dire, voilà, je prends la télécommande, je contrôle. Alors c'est vrai que par contre, moi j'ai souvent mon iPhone sous la main, donc quand je télécommande, j'utilise l'Apple TV, c'est avec l'iPhone, et là c'est très très bien, clairement. Alors juste, il y a aussi sur son iPhone, il y a un moyen via le Command Center d'afficher les principales fonctions de la télécommande de l'Apple TV. Parce que c'est vrai qu'on la perd souvent. Elle c'est passe une nouveauté d'iOS 11. Voilà. L'intégration. C'est une nouveauté absolument d'iOS 11. Je sais pas, j'ai pas encore installé iOS 11. Ouais, alors moi aussi. Moi je veux dire, semaine un peu chargée depuis 8 jours, je n'ai absolument rien installé. Si, j'ai récupéré iOS 11, mais par exemple macOS High Sierra. Puis il y a trop de soucis il y a des logiciels dont j'ai besoin qui sont un peu pointus. Je peux pas me permettre de mettre un OS avec lequel ils sont pas encore compatibles, voilà. c'est ça, voilà. Mais non, mais en plus, voilà, après, comme d'habitude, si ça marche, ne changez pas forcément ce qu'on dit ici. Alors, on peut tout dire, Jean-Christophe, vas-y. Juste le temps passe, donc on aura moins de temps pour l'iPhone 8. Juste un mot sur l'Apple TV que je n'ai pas encore vu parce que j'ai pas de télé 4K, mais j'ai été un peu horrifié par les tests de la presse américaine, notamment. Enfin, je parle de publications objectives, hein, on mettra de côté iMore et certains autres, mais qui disent que Apple a fait des choix relativement critiquables, notamment de forcer le 4K HDR pour tout, pour éviter que les télés en fait changent de résolution toutes seules pour s'adapter au contenu. L'Apple TV fait ce qu'on appelle, alors je suis pas technicien, mais de l'upscaling, c'est-à-dire va modifier le contenu pour que l'Apple TV le rende au mieux, donc ce qui est louable à la base, sauf que évidemment les constructeurs de télé dont c'est le métier font la même chose, et résultat, alors j'ai pas d'exemple précis en tête, mais l'internet est assez plein de comptes rendus comme ça qui disent que sur certaines versions de films, alors par exemple Batman The Dark Knight, qui est un film assez sombre, en fait l'Apple TV pousse les couleurs parce que elle fait son travail d'Apple TV, elle a été conçue comme ça, et du coup ça donne une image fausse, enfin très travaillée. Là où si on laissait le contenu s'épanouir sur la télé, il rendrait beaucoup mieux. Bon, en gros, passer à une télé UHD 4K, quoi. Mais non, je parle de télé UHD 4K, mais avec lesquels l'Apple TV ne s'entend pas bien. Et ça pose un problème quand même assez important, c'est que l'Apple TV est cher, et qu'aujourd'hui, un boîtier Roku qui en fait moins donne une image plus fidèle. Et donc les testeurs de l'Apple TV la semaine dernière, c'est embêtant parce qu'on voudrait que l'Apple TV fasse tout bien et on serait prêt à payer pour ça. Et aujourd'hui, le contenu, si c'est pas du contenu purement Apple qui vient de l'iTunes Store, il y a des risques de déception. Mais alors, supposons que ce soit effectivement généralisé, ça doit pouvoir se régler par une mise à jour. En mise à jour, oui. Donc, mais les premiers tests lors de la sortie de l'Apple TV font un peu tiquer, ce qui est dommage. Ouais. Alors, je vous explique juste dans quelles conditions on a eu ce briefing sur l'Apple TV. Juste un mot. Tous ces briefings se passaient au centre de Londres, dans un endroit totalement confidentiel et de l'extérieur. Vous ne savez pas où vous allez. C'est un immeuble classique. Il n'y a pas une plaque, il n'y a rien. Et vous entrez par la porte cochère. Et une fois à l'étage, vous tombez dans un loft qui doit faire 300 ou 400 mètres carrés. On a l'impression... En fait, on rentre dans une sorte de... C'est comme un mini Apple Store. Sauf qu'il est dédié aux démonstrations pour la presse et pour, je pense, certains grands comptes. Et donc, il y a une pièce consacrée à chaque produit. Et donc, pour la démonstration de l'Apple TV, on est entré dans la reproduction d'un salon, avec vraiment le coin canapé face à la télé, etc. Et que comme
tout est commandable par Siri maintenant quand on parle dans sa télécommande. L'Apple TV jumelé avec HomeKit fait en 3 mots dans sa télécommande, extinction des lumières, derrière nous les 4 stores électriques qui se baissent, la télé qui s'allume et l'écran de l'Apple TV, l'interface qui apparaît. Après, pour le son, c'était très très rusé. En fait, l'écran plat 4K était plaqué au mur. Et en fait, c'était pas un mur, c'était une toile tendue, mais on avait vraiment l'impression que c'était un mur solide. Et en fait, il y avait sans doute une galaxie d'enceintes qui était cachée derrière. Et donc, quand ils ont commencé à jouer les films en 4K, on s'est pris un truc de dingue dans les oreilles. Et donc, la démo était assez impressionnante. Il y a un petit point technique que je trouve dommage, c'est que sur l'Apple TV 4K, il n'y a plus de sortie audio du tout. Tout passe par le HDMI. Alors, ceux qui sont passés au 4K, j'imagine, ont un home cinéma assez poussé, etc. Si vous n'avez pas un ampli avec des entrées HDMI, eh ben vous allez galérer pour récupérer du son. Je vais peut-être dire une bêtise, je me demande si ce n'est pas le cas sur l'ancienne Apple TV, sur les précédents. Non, je crois qu'il y avait une sortie, il y avait une sortie numérique. digitale audio, il me semble, non ? Non, numérique. Non, c'est déjà celle d'avant, alors. Voilà. Non, c'est le port qui a disparu sur les nouvelles versions. Ouais. C'est le port USB-C en fait qui est utilisé pour les diagnostics. Mais normalement le port effectivement l'entrée, la sortie audio est déjà disparue sur les modèles précédents. Alors je vous ferai un compte rendu peut-être la semaine prochaine. Je vais essayer pour la première fois le son en AirPlay. Parce que l'Apple TV fait ça, justement. Tu peux lui dire d'envoyer du son sur une AirPort Express. Et je vais tester ça ce soir, justement, pour une raison technique. Et je me demande, en fait, comment ça gère la latence. Donc, je te dirai, parce qu'à mon avis, c'est une autre solution. Ouais, alors, sur le son, on nous a confirmé que l'Apple TV gérait jusqu'au 7.1, mais pas le Dolby Atmos. D'accord. Mais pas encore ou pas Pas encore ou pas Non, là, ils n'ont pas dit pas encore. C'était pas. Pas le Dolby Atmos. Mais bon, je trouvais que le rendu était quand même vraiment top. Alors, je parle pas du son parce que là, ils avaient fait en sorte, mais vraiment juste déjà le rendu visuel et puis la qualité des films qu'on a vus, c'était top. Il y a un point hyper important, c'est que l'application qui s'appelle TV, qui est sortie aux US déjà depuis un an, arrive en France notamment d'ici la fin de l'année. Et j'ai vraiment l'impression qu'Apple, avec l'Apple TV, veut devenir le nouveau hub de la vidéo au sens large. C'est-à-dire de toutes les chaînes de télé et de tout le replay du streaming 4K, afin que ce soit un peu le point de convergence de tout ce qui est image sur une télé. Oui, c'est pas neutre parce qu'ils ont annoncé à la keynote des partenariats franco-français avec l'app de Canal+, l'app de Molotov. Donc on va vraiment avoir l'Apple TV va remplacer une box, mais donc ça je dirais que ça va faire un peu doublon en France, mais moi je raconte ma vie, mais je me suis abonné à Canal+ en rentrant en France en septembre. Le décodeur n'est pas sorti de sa boîte et j'ai une box avec mon opérateur. Je n'utilise que l'Apple TV. C'est tellement agréable et tellement unifié. Mais justement, ça pose le problème dont se sont rendus compte nos collègues américains, qu'il faut que les apps, que le flux des apps, le flux vidéo des apps, soit respecté par l'Apple TV, comme le seront justement les films d'iTunes. Sinon, ça ne marchera pas. Alors, apparemment, effectivement, les services comme Molotov, comme OCS vont être très intégrés à cette appli TV. Et je me demande... Alors, je trouve que la France, c'est un marché particulier parce que le triple play qui est devenu quadruple play fait qu'on a pris l'habitude de tout faire passer par la box de l'opérateur. Mais finalement, l'Apple TV va peut-être nous faire revenir en arrière, c'est-à-dire que la box de l'opérateur ne sert plus qu'à la connexion Internet elle-même, et c'est l'Apple TV qui va concentrer tous les contenus finalement. C'est ça l'idée. Il faudrait faire un rapide sondage, mais je suis pas sûr que beaucoup de gens aiment l'interface de leur box. C'est lent,
le moteur de recherche est compliqué. Enfin, je pense que c'est là effectivement qu'Apple fait une vraie différence. Ça m'énerve de devoir appuyer sur la télécommande et de la tenir pour lui parler, mais c'est quand même génial. Le fait que la recherche instantanée fonctionne justement, et aujourd'hui, quand vous dites je voudrais regarder telle série américaine et qu'on a accès au catalogue Netflix, si on est abonné à Netflix, au catalogue Canal en même temps, c'est quand même très agréable. Ouais, ça centralise tout en fait. Donc voilà, moi je trouve que c'est un produit hyper intéressant. Puis c'est pas négligeable, mais la partie console de jeu, elle est pas mal non plus. Les jeux ont pas, sont pas ridicules quoi. Donc... je peux rire un peu ou pas? Vas-y, ouais, bien sûr. Donc faut juste qu'Apple arrête ses conneries avec le support des manettes. Enfin, je veux dire, il faut absolument que tu achètes une manette compatible iOS. Moi, j'en ai ras-le-bol. J'ai plein de manettes PS4, ce que tu veux. J'en ai en stock pour toutes les consoles de génération précédente. J'en ai rien à foutre, à la limite, qu'il faille absolument une manette qui a la même tronche que les autres et qui a juste marqué iOS dessus, alors qu'on peut utiliser en Bluetooth d'autres manettes. Et puis voilà. Donc, si Apple avait juste l'intelligence de dire, ok, pas besoin d'avoir une manette compatible marquée MFI et qui coûte une blinde, surtout parce qu'elle coûte vraiment super cher, pour pouvoir jouer sur Apple TV, je me poserais peut-être la question, mais le catalogue de jeux, malgré tout ce que tu veux dire, il est quand même pas aussi attirant que ce que tu peux avoir sur une PlayStation 4. La PS4, tu payes 50 € par an ou 60 €, je sais plus. T'as le catalogue PS Plus où là t'as quand même 5 jeux par mois et t'en as quand même maintenant qui sont de plus en plus sympas. Faut quand même pas se leurrer, le catalogue de jeux sur l'Apple TV, il est relativement faible, il est pas super attirant, il y a quelques trucs sympas et pour des joueurs occasionnels. Moi, je connais pas une seule personne sensée gamer qui voudrait aller s'acheter. Et en plus, ils ont même pas des. Enfin, le catalogue est pas très attirant. Tiens, voilà, mon meilleur achat de la semaine, il est là. Tac. Je vais faire des jaloux. C'est la Super Nintendo Mini. Voilà, 21 jeux, 60 €. T'as 2 manettes libres avec, dont un jeu inédit en plus. Et voilà. Et aujourd'hui, si tu veux, ce catalogue de jeux-là, on l'a pas sur l'Apple TV. On a un catalogue très limité. Des émulateurs les émulations de vieux jeux qui sont pas forcément terribles. Là-dessus, il y a un boulot colossal à faire de la part d'Apple. Et Apple n'attire pas forcément les développeurs de jeux de la bonne façon, à mon avis, pour l'Apple TV. Ouais. Et là où Guillaume a raison aussi, et il faut qu'Apple se méfie, tous les testeurs justement en parlaient, la Xbox One et la PS4 gèrent tous les deux la 4K, ont tous les deux des apps pour du streaming, avec Netflix, avec Amazon, et de tête, je crois que la Xbox One, elle est genre à 50 € de plus que l'Apple TV. Donc, si on n'est pas comme nous, investi dans l'univers Apple, t'as une vraie console de jeu avec des vrais jeux, et Netflix en 4K. Voilà, donc il y a un Media Center quand même de bonne qualité, enfin t'as plein de choses qui sont très intéressantes, donc je pense que là-dessus Apple, je pense que le côté intégration est bien foutu, franchement l'intégration Apple TV avec les canaux existants est vraiment bien foutu, mais par contre en termes de console de jeu, pour moi ça tient pas la route, pour des joueurs occasionnels, why not, mais si vous avez un temps sans peu d'intérêt à vouloir aller sur du jeu, mais c'est ça, c'est ça son positionnement, c'est pas pour les tu prends la PS4 a aussi un super catalogue, elle a la compatibilité Netflix, je crois, enfin elle a plein de trucs de toute façon, je vais pas dire la compatibilité Netflix, maintenant elle est intégrée dans les télévisions, je veux dire, on peut se poser des questions. Moi j'ai acheté une télé à 250 €, elle est compatible Netflix en standard, tu mets une prise réseau derrière et c'est bon, t'as Netflix dessus. Guillaume, je vais prendre quelques messages, puis on va passer à l'iPhone 8 et on continuera la semaine prochaine parce qu'on va jamais pouvoir boucler le sujet. On a Tanu Kissan 64 qui nous dit: j'ai une Apple TV qui a une sortie optique, donc sortie audio. Ça va me manquer. La nouvelle gère le Dolby Vision. Alors le Dolby Vision, c'est un des deux standards du HDR. Ça n'a rien à voir avec le son. Puisqu'il y a le HDR10 d'un côté et le Dolby Vision de l'autre. Les deux cohabitent et Apple n'a pas voulu choisir, donc l'Apple Vision intègre ces deux standards, entre guillemets, pour le HDR. Jean-Marie nous demande, donc avec Sonos, ça ne marche pas. Alors je pense que c'est peut-être une référence à ta tentative de diffusion via AirPlay. Sonos n'est pas compatible AirPlay. Bah oui. Donc effectivement, peut-être que Jean-Marie utilisait la sortie optique d'un ancien Apple TV pour la connecter à son Sonos, mais sinon en effet, il n'y a pas de raison que ça marche. Bah oui. Jean-Marie demande... Vous êtes sûr ? Il me semble qu'on a annoncé là
la compatibilité chez Sonos relativement récemment, mais avec AirPlay, justement un grand coup si de tu peux te cymbale. checker pendant Oui, qu'on vérifie pendant ouais. que... Pendant qu'on continue de prendre les messages, je veux bien. Jean-Marie le même nous demande d'abord où est Eli. Bah, Eli, il était indisponible aujourd'hui, mais il sera là très bientôt. Il reviendra dans très peu de temps. Jean-Marie toujours me demande s'il n'y a pas d'image de Londres. Maintenant, autant vous dire qu'il n'y a pas d'image de Londres. Fouille à l'entrée. On est... Je voulais te demander, Attends, je termine. Benjamin, Oui. Pour votre petit périple, on vous enlève la cagoule noire à quel moment? Alors, on n'avait pas de cagoule noire, mais dès qu'on sortait quelque chose qui ressemblait à un iPhone pour faire des photos, alors d'abord, on avait droit de faire aucune vidéo à l'intérieur de l'appart. On ne pouvait pas divulguer l'adresse ni montrer une photo de la façade. Et à l'intérieur, on avait le droit de faire des photos, mais uniquement des produits. Et ils étaient très, 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 très pointilleux sur le fait de... ils ne voulaient surtout pas qu'on fasse une photo large de la grande pièce ou des salles où on avait les démos. On avait uniquement le droit de prendre les produits qui étaient sur les tables. Bon, j'ai un peu essayé, mais il y avait des jeunes garçons, jeunes femmes autour de nous qui ne nous laissaient pas faire ces photos-là. C'est intéressant parce que en fait, ils vous ont convoqué à Londres parce que c'était une expérience. Ils nous ont invités. Oui, non mais... On n'était pas obligé de dire. Non, je veux dire, c'était Londres et pas Paris Avenue Diana parce que il fallait être dans un appartement pour avoir... Ouais, non, je pense que c'est Londres aussi parce que plutôt que de faire le tour de l'Europe à leurs équipes, ils les mettent à Londres, Oui. qui est le siège d'Apple Europe, et ils font venir les journalistes à Londres. Jusqu'au Nous, on Brexit. préfère qu'on soit à Paris, parce qu'on a tous pris presque une journée pour y aller, mais bon, oui, mais à c'était- Paris, tu n'aurais pas eu de canapé, de pelleté, tu vois. Mais on venait pas pour ça. Non, non, mais je pense que on c'est en a important. tellement pas profité. Je veux dire, on est vraiment arrivé, fait les 3 briefings et reparti. On n'a pas déjeuné, on n'a pas bu rien, on n'a pas pris un café, donc c'était vraiment, c'était militaire. Sympa. C'était Juste pour pour vous- terminer sur l'Apple TV, et après on va embrayer sur l'iPhone 8 et on continuera la semaine prochaine. Dada Motus nous dit que l'Apple TV 4K est exclusivement pour des gens qui possèdent une excellente connexion. Oui, c'est vrai, il faut 25 mégabits minimum en réception pour le streaming 4K. Puisque Détail important. le film 4K, on ne peut pas les acheter, c'est que Oui. du streaming. Donc, Alors, oui. tu l'achètes, mais tu peux pas le stocker en local. C'est-à-dire que même Oui, si ton Apple c'est TV ça. a 64 Go de stockage, tu peux pas dire je garde le film sur le disque dur pour le consulter plus tard. Tu vas Exactement. forcément le streamer depuis Internet. Tu as tout à fait raison, exactement. Donc, tu peux pas par exemple dire tiens, j'ai téléchargé un film avant de partir, j'amène mon Apple TV en vacances et puis je vais le streamer depuis mon hôtel où il y a une connexion pourrie. Non, ça c'est impossible. Voilà, c'est impossible. Bon, Alors, oui, J'ai dit Non. une bêtise. oui, Gilles. Donc c'est pas compatible AirPlay, c'est compatible Apple Music, ce qui sont deux choses différentes. Oui. Ah, voilà. Merci pour cette précision, Gilles, extrêmement, extrêmement importante. On va passer au troisième grand sujet, c'est évidemment l'iPhone 8. Moi, ça m'a fait du bien ce petit briefing parce que j'étais ressorti de la keynote en me disant que finalement l'iPhone 10 l'avait complètement éclipsé, que voilà, il était dans l'ombre de l'iPhone 10 et je trouve que l'iPhone 8 finalement, enfin, j'ai été bluffé par les capacités, notamment sur les photos. Je ne sais pas si Gilles, tu as eu le temps de revoir la keynote tranquillement, mais c'est assez, je trouve les capacités de traitement temps réel des images extraordinaires. Mais on parlait, je me suis cassé les pieds pendant 2-3 ans avec la code, l'évaluation de DxO au niveau des photos. Tout le monde l'a repris, là. Tout le monde s'est mis à lire Deep Review, qui est le site qui fait référence sur la photo. Ils n'ont jamais vu un smartphone qui faisait des photos de cette qualité-là. Ouais. Alors, vous avez peut-être pas vu la keynote, ou vous avez peut-être raté ce passage. En fait, vous allez revoir la démonstration qu'ils nous ont faite. Vous voyez cette photo qui est prise sur un fond vraiment sans aucun intérêt. Regardez toutes les possibilités qu'on a et qui s'appliquent en temps réel sur l'image. Alors, regardez ce qui se passe sur l'arrière-plan et regardez ce qui se passe au niveau du visage, des ombres, de l'éclairage du visage.
tout ça, vous le faites du bout du doigt avec un curseur. Donc ça marie deux technos. Hein. Il y a le portrait mode qui était apparu avec l'iPhone 7, donc qui permet de flouter l'arrière-plan. Et puis après, il y a le portrait lightning, qui n'est que sur le 8 Plus. Et alors là, c'est du très 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 haut niveau en termes de temps réel, puisque ça associe le machine learning et des réseaux neuronaux. Alors c'est une fonction qui est toujours en bêta hein, pour l'instant dans iOS 11 et qui permet, vous le voyez, d'appliquer de la lumière uniquement sur le visage et de diminuer jusqu'à éteindre l'arrière-plan complètement. Alors ça associe les deux capteurs photo de l'iPhone 8 Plus, c'est du temps réel. Et évidemment, vous gardez la photo originale. Moi, je trouve que là, on voit vraiment, là, on touche du doigt la puissance du processeur et de l'iPhone 8 Plus en général. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Ah oui, parce qu'en fait, quand tu fais ça avec un réflexe, des flashs de studio ou des flashs des flashs Cobra qui sont censés répondre de façon intelligente au mode programme, etc. de ton appareil photo, c'est assez compliqué à faire. Hein. Il faut souvent repasser par l'ordinateur et les logiciels de retouche pour éteindre justement ce fond. Ouais. Là, c'est en direct, c'est en deux touches, c'est à la portée de tout le monde, c'est vraiment remarquable, quoi. Enfin, c'est très Apple, tout simplement. Ouais. Et moi, c'est vrai que l'an dernier, enfin ça fait même plusieurs années que j'auto-justifie le changement d'iPhone en me disant c'est le seul appareil que j'utilise et donc je veux... Voilà. Et effectivement, une fois de plus, Apple pousse l'enveloppe, qui est un affreux anglicisme, mais dépasse en fait ses propres limitations. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que donc c'est un ticket d'entrée relativement raisonnable par rapport à l'iPhone 10 pour avoir toutes ces avancées-là, dont l'iPhone 10 bénéficiera aussi. Bien sûr. Donc c'est pas... Voilà. Et puis moi, l'autre point qui m'attire, enfin voilà, qui me concerne, c'est évidemment la vidéo. Et c'est vrai que le doublement des fréquences d'image, à la fois sur la prise de vidéo en 4K et sur le Full HD, ça devient vrai. Enfin, ça fait une grosse différence. Regardez, là, on est en 4K à 60 images secondes. On était à 30 avant. Et la différence, c'est qu'à 30, sur les mouvements rapides comme ça, on peut avoir une sensation un peu stroboscopique, on va dire. Alors qu'à 60, c'est 2 fois plus fluide. Et sur la Full HD, vous voyez, on monte à 240 images par seconde au lieu de 120. Ça fait qu'on peut, si on ramène la lecture à la vitesse normale qui est 25 images secondes, ben on a un ralenti sans à-coup où chaque millimètre du ralenti existe en fait sous forme d'images séparées. Donc si on fait de la photo je trouve que si on fait de la photo et de la vidéo, l'iPhone 8 marque vraiment un progrès par rapport au l'iPhone 8 Plus marque vraiment un progrès par rapport au 7 Plus. Laurent Fontalba remarque à juste titre que quand on voit le temps qu'il faut pour découper une personne sous Photoshop, c'est vrai que c'est assez remarquable de voir qu'aujourd'hui ton iPhone le fait en temps réel sans se poser de questions. Quoi. Et puis en plus, c'est assez... c'est pas un gadget, je veux dire, le niveau de qualité est dément, quoi. Donc ça s'appelle... c'est ça. Voilà. La manière dont l'arrière-plan est détaché, dont on peut à la fois modifier la luminosité du visage et complètement faire disparaître l'arrière-plan, Je vais poser une question con. Ouais. Est-ce que dans les appareils pro ou semi-pro, réflexe et autres, est-ce qu'il y a des appareils qui ont cette capacité-là justement de dire tiens, avec le mode portrait, j'enlève le fond par exemple d'une image? Je sais pas, c'est une question de noob là. Moi, pour je l'ai jamais vu. Est-ce que ça existe sur le marché aujourd'hui? Je l'ai jamais vu. Pour moi, c'est du traitement. Est-ce qu'il y a ça sur le marché? Non, il faut un objectif spécial, une longue focale, c'est-à-dire un bon télé qui ouvre à 2.8 au moins. On va flirter avec les limites de l'optique pour flouter artificiellement ce fond. Et si on veut faire ce qu'on appelle un portrait low key, c'est-à-dire un portrait sombre, dans les basses lumières, comme on a vu à la fin, c'est au minimum 2 jours et demi d'apprentissage. Ouais, c'est ça.
C'est vraiment comment dire, encore une fois, les professionnels vont un peu faire la tête. Gilles, Gilles, je vais devoir vous interrompre, les amis, parce que le temps a filé tellement vite. Dans 40 secondes, on va passer au garage. Et donc, non, pas au garage, on n'est pas mercredi. On va passer au programme suivant sur Watch. Et donc, je vous remercie d'être venu en ce vendredi soir exceptionnellement. Merci Gilles, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup Guillaume. On te laisse passer une très longue nuit avec ta Nintendo Mini. Et puis évidemment, merci Jean-Christophe d'être venu. Merci à toi, c'était sympa de débriefer tout ça. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine, mercredi 20h sur Watch pour un nouveau numéro d'iWeek. Passez une très très bonne soirée sur Watch où les programmes continuent. Salut tous.